bonjour. Merci à vous surtout de m'avoir invité, parce que comme vous allez le voir sur ce projet, tout ce qui est communication, tout ce qui est échange, ce sont des points qui sont très importants. Et donc toutes les possibilités de pouvoir échanger et communiquer avec vous sont les bienvenues. Ça marche pas bien, ça marche mieux là. Il faut juste que j'arrive à bien le positionner. Oui, donc je vais vous présenter ce projet PC School. En fait, je vais surtout vous présenter comment on construit ce projet, puisqu'il y a eu effectivement une phase de POC, de Proof of Concept, qui a démarré en octobre 2017 et qui s'est terminé en mars 2018. Et ce qui a réellement commencé en avril 2018, c'est la phase de construction proprement dite de la solution. Donc il y a des bouts de solution qui sont d'ores et déjà démontrables, pas forcément utilisables, hein, même si on peut les tester et si certains experts métiers dans les établissements ont la possibilité de les tester également. Par contre, ce n'est pas encore du tout une solution qui peut être déployée dans un établissement. Alors j'ai prévu de vous présenter rapidement ce qu'est le projet PC School et surtout comment on le construit. Du coup aussi vous parler de l'équipe, puisque vous allez voir que c'est important dans ce projet-là, puisque c'est un projet qui est co-construit avec vous. Quand je dis avec vous, c'est avec les établissements d'enseignement, avec certains établissements d'enseignement supérieur et de recherche, que ce soit des universités ou des écoles en France, mais aussi avec l'AMU et l'association Cocktail. Je pense que vous avez vu sur la première diapositive que les deux logos étaient présents. Donc moi je suis sous contrat AMU, mais personnel d'un projet qui est à la fois AMU et association Cocktail. Et je suis uniquement en détachement sur ce poste-là, puisque je reste jusqu'à maintenant personnel de l'Université de Nantes. J'étais avant ça DSI de l'Université de Nantes pendant plusieurs années. Et avant ça, j'ai été aussi enseignant-chercheur également à l'Université de Nantes. Et j'ai démarré ma carrière ici à Rennes, puisque j'ai démarré en tant que chercheur à l'IRISA il y a très longtemps, quoi, début des années 90. Je vous parlerai de la méthode agile. Alors même s'il y a eu un atelier par Xavier tout à l'heure qui a dû faire tout le tour, et même si je ne sais pas si Jocelyn est par là, mais en tout cas je ne le vois pas, mais à Rennes 1, les méthodes agiles sont bien utilisées. Alors c'est quand même bien dans le cadre de ce projet de faire un tout petit rappel sur la méthodologie agile, enfin la méthodologie que l'on a choisi d'utiliser dans ce cadre-là, puisque ça a quand même des conséquences importantes sur le mode de fonctionnement et surtout sur les interactions avec vous. Je terminerai enfin par les principes et les fondamentaux du projet, sur quoi on se base, et juste pour illustrer, le lien avec la flexibilisation des parcours, je vous montrerai les concepts d'objets métiers que l'on a définis dans PC School et une toute petite illustration de l'implémentation pour que vous voyez qu'il y a quand même du concret aussi derrière. Alors le projet PC School, c'est un projet national de refonte de SI, donc ça concerne tous les établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Une cible d'à peu près 130 établissements, je dis à peu près parce que ça varie entre 120 et 140, c'est en fonction des établissements qui utilisent des solutions soit issues de l'AMU, soit issues de Cocktail, soit des solutions propres, soit des solutions issues d'autres éditeurs plus privés. En gros, on a toutes les universités et toutes les écoles en cible, avec des écoles qui dépendent de plusieurs ministères, puisqu'on a 7 ministères de tutelle, donc les deux principaux, le MSRI bien sûr, et le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, mais on a aussi des écoles qui dépendent de l'industrie, de la défense, et de la culture, et j'en passe. C'est un travail collaboratif, donc ça c'est important, puisque c'est une co-construction avec des sites de l'ESR. Donc vous allez voir que les équipes de développement sont issues d'équipes d'universités ou de communes, et qui s'inscrit dans le cadre de cohérence nationale, puisque j'avais aussi participé aux travaux sur les cadres de cohérence, et en particulier scolarité, vie étudiante, réalisés avec le ministère. Du coup, ça se veut et ça sera une solution en adéquation avec les besoins métiers, donc avec vos besoins. Les besoins métiers, c'est pas uniquement les besoins des gestionnaires, c'est bien sûr les besoins des gestionnaires, mais aussi les besoins des enseignants-chercheurs, les besoins des équipes pédagogiques, les besoins des étudiants. Et pour arriver à cette adéquation avec les besoins métiers, au sens large, on utilise une construction itérative qui est basée sur la méthodologie agile, enfin sur une des méthodologies agiles qui est la méthode Scrum. Alors par contre, cette méthodologie et cette organisation nécessitent une implication forte de l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire une implication forte de vous ou de vos représentants dans les établissements, que ce soit les gouvernances des établissements qui sont co-constructeurs, que ce soit les experts métiers,
qui sont dans les établissements, ou que ce soit quand on sera amené à avoir des démonstrations auprès de communautés d'enseignants ou de communautés d'étudiants, qu'il y ait la possibilité que ces communautés se mobilisent pour interagir avec nous. Donc ça nécessite une disponibilité, une assiduité tout au long du projet et de manière très régulière, parce que vous allez voir qu'on travaille avec des rythmes de 3 semaines, donc on a des confrontations toutes les 3 semaines, mais pendant plusieurs années. L'idée importante aussi, c'est de capitaliser sur les connaissances et les compétences qui existent dans l'ESR, que ce soit les compétences métiers ou que ce soit les compétences dans les services informatiques, dans les services de développement, dans les équipes de développement, et surtout de pérenniser ces compétences au sein de l'ESR de manière à ce que l'on puisse être autonome dans la maintenance et l'évolutivité de cette solution. Et donc ça se traduit par une co-construction avec des établissements, avec la MU et avec l'association Cocktail, ce que j'ai déjà dit, mais qui est quelque chose quand même d'un peu nouveau, puisque enfin, même si il y a quelques dizaines d'années, une vingtaine ou 25 ans, on va dire, à la naissance d'Apogée, par exemple, Claudella, la co-construction se faisait aussi avec des établissements. C'est quelque chose qui avait plutôt eu tendance à disparaître. C'est quelque chose qui revient et c'est bien. Alors le périmètre, c'est de ce projet commun, puisque PC School, ça veut dire projet commun scolarité, hein, ça ne sera pas le nom de la solution. Le nom de la solution est quasi choisi, mais je vous le dirai parce qu'il faut encore que ça soit validé par le directeur de l'AMU et la directrice de l'association Cocktail. Le nom sera un petit peu plus intéressant que PC School, projet commun scolarité. Il reste que l'objectif, c'est bien de remplacer les solutions scolarité de l'AMU, donc Apogée-ROF essentiellement, les solutions scolarité de l'association Cocktail, SVE ScholarX, mais pas uniquement, puisque si on regarde les expressions des besoins qui ont été réalisées en phase préalable, hein, il y a quelques années, plus de la moitié des besoins exprimés sont actuellement ni couverts par une solution proposée par l'AMU, ni couverts par une solution proposée par l'association Cocktail. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'outillage, hein. Il peut y avoir des développements locaux, il peut y avoir des outils de certains éditeurs comme Calcium sur la médecine préventive des étudiants, mais en tout cas il n'y a pas de solution intégrée proposée par l'AMU ou par l'association Cocktail pour couvrir plus de la moitié des besoins exprimés. Donc on est au-delà du remplacement des solutions actuelles de l'AMU et de l'association Cocktail. Alors si on regarde de manière très très macro la cartographie de la future solution, on a des domaines relativement classiques comme, alors il y a des sigles qui apparaissent, hein, COF, MOF, donc construction de l'offre de formation, mise en œuvre de la formation, accueillir, inscrire, choisir le cursus, contrôler le cursus, suivre le cursus, donc ça c'est plutôt classique. Alors bien sûr avec tout ce qui est pilotage, que ce soit le pilotage opérationnel ou le pilotage contractuel, mais on voit apparaître aussi des éléments et des briques qui n'existaient pas jusqu'à maintenant, tout ce qui concerne la gestion de la vie étudiante par exemple et de la scolarité. La gestion des alumni, donc ça ce sont des domaines qui étaient pas ou très peu couverts par les outils existants. Et puis après il y a tout le lien avec les autres, avec le reste de l'écosystème des systèmes d'information, donc le lien bien sûr avec les référentiels de l'AMU et de l'association Cocktail, que ce soit Jérôme pour Cocktail ou Synapse pour l'AMU. Des liens potentiels avec les référentiels de certains établissements, si certains établissements en ont mis en place. Et puis le lien avec toutes les autres briques qui dépendent de certaines tutelles. C'est ce qu'il y a sur la droite, la reprise des données, bien entendu. La production de documentation administrative, la planification, donc les liens avec des outils comme de gestion d'emploi du temps, comme Cellcat, comme ADE, comme Hyperplanning ou autre. Alors de manière plus détaillée, je ne vous demande pas de lire tous les détails, mais vous avez une cartographie plus détaillée. Donc là, vous aviez les macro-processus uniquement tout à l'heure. Maintenant, vous avez à la fois les macro-processus et les processus. Il y en a certains qui vont vous intéresser aujourd'hui. Si vous avez le choix du cursus, par exemple dans la brique qui est en bas, le gros bloc qui est à droite, c'est élaborer le contrat pédagogique et enregistrer l'encadrement. Donc ça va vous parler avec les nouvelles réformes, par exemple. Donc vous avez un certain nombre de processus comme ça qui ont été identifiés. Et chacun de ces processus, je ne vous montrerai pas la diapo, mais est découpé en sous-processus, puis en sous-sous-processus, etc. Donc il y a un périmètre qui est très très large. Et actuellement, on travaille essentiellement sur la partie construction de l'offre de formation, sur la partie inscription, sur la partie mise en œuvre de l'offre de formation, et on démarre le travail sur le choix du cursus.
voilà, il reste encore beaucoup de travaux à réaliser, tout en travaillant sur les différents référentiels, sur l'habilitation et sur l'authentification aussi. Alors, qui travaille là-dessus? C'est une équipe, c'est à peu près 50 personnes actuellement qui sont dans les établissements. Donc, il y a une équipe de direction avec un directeur technique, un directeur opérationnel et moi-même. Il y a plus qu'un expert métier, puisqu'on avait démarré avec 2 experts métiers, maintenant on en a un qui est à 100% affecté au projet. Ça, c'est dans l'équipe projet en gris au milieu. On a une équipe de consultants fonctionnels, donc de business analysts, qui est plutôt située à Montpellier, même s'il y en a une qui est à Toulouse, et qui travaille de manière très étroite avec les différentes équipes de production. Et donc ces équipes de production, ce sont elles qui sont situées dans vos établissements. Il y a une équipe à Toulouse, qui est issue de développement, qui est issue de l'association Cocktail. Il y a une équipe qui est située à Strasbourg et qui est issue de l'Université de Strasbourg. Il y a une équipe qui est assez proche de chez vous, qui est issue de l'Université de Nantes et qui est située à Nantes. Et la dernière équipe est à Grenoble et issue de la commune grenobloise, donc Université Grenoble-Alpes et INP Grenoble. Il y a aussi un certain nombre de personnels transverses sur les architectes, donc architectes techniques, architectes urbanistes, architectes de données, DBA, coordinateur transverse, responsable qualité et une équipe de qualification. Bon, après, il y a des éléments plutôt classiques de gestion administrative, de communication, d'ergonomie, d'administration système pour gérer tout ça. Et plus intéressant, c'est le bloc rouge à gauche. On a aussi des réseaux d'experts. Donc un réseau d'experts métiers qui est issu des établissements, et on va le détailler après, et qui a été identifié, avec qui on travaille de manière étroite pour finaliser les spécifications et surtout pour participer aux démonstrations, bien vérifier que ce que l'on développe correspond à leurs besoins et correspond aux besoins au bon moment, mais également une équipe d'experts techniques avec qui on va commencer à travailler à la rentrée de septembre. On travaille bien sûr avec, alors il reste du APB, donc c'est du Parcoursup, avec les institutions tierces. Et puis on a une gouvernance. Alors les experts, j'en ai parlé. Actuellement, on a identifié une 60aine d'experts qui ont été nommés par 24 établissements. Quand je dis nommés, ça veut dire qu'il y a des conventions avec ces établissements-là, que les experts s'engagent à une certaine réactivité, puisqu'on est sur des cycles de 3 semaines, donc quand on pose des questions, il faut qu'ils puissent réagir en quelques jours. Et nous, en contrepartie, on s'engage à ne pas les sursolliciter. Donc vous avez là les 24 établissements qui ont été retenus comme établissements experts. Un certain nombre d'universités, quelques écoles, donc le NS Lyon, l'INSA de Lyon, AgroCampus Ouest, je ne vais pas toutes les citer. Il y a quand même une surreprésentation des universités, donc on aimerait quand même, et on essaye de faire en sorte qu'il y ait un petit peu plus d'écoles qui puissent participer à ce réseau d'expertise, même si pour les écoles c'est relativement difficile, puisque leurs équipes pédagogiques sont quand même relativement réduites. Et on en rajoute au fur et à mesure. Actuellement, on est en train de travailler avec Clermont-Ferrand et avec le réseau des écoles vétérinaires pour qu'ils intègrent eux aussi ce réseau d'experts métiers. Alors j'ai parlé de gouvernance, il y a trois grands niveaux de gouvernance. Un comité de direction, donc, qui est essentiellement constitué du directeur de l'AMU, de la directrice de l'association Cocktail, et ensuite des secrétaires généraux ou responsables administratifs et financiers de ces 2 structures, et dont l'objectif est de piloter administrativement le projet. Donc pour schématiser, ce sont tous les aspects RH, tous les aspects budgétaires, financiers. Voilà. Plus intéressant, enfin le comité de direction est intéressant, mais plus opérationnel, on va dire plutôt, le comité de pilotage. Donc le comité de pilotage, il a lui vocation à valider le projet, ses évolutions, à définir les priorités, à arbitrer sur les priorités dans les différents modules à développer. Vous avez vu la liste de macro-processus et de processus tout à l'heure. On ne va pas les développer tous en même temps. Et il faut arriver à arbitrer sur quels sont les premiers que l'on développe et quels sont ceux qui seront développés plus tard. Voilà. Donc là, il y a des représentants, et on va voir la composition. Il y a des représentants, bien sûr, des établissements co-constructeurs, des 2 tutelles que sont l'AMU et l'association, pardon, des 2 structures que sont l'AMU et l'association Cocktail, des 2 tutelles principales, le MSRI et le ministère de l'Agriculture, et puis des représentants de futurs établissements utilisateurs en essayant d'avoir à peu près toutes les typologies d'établissements.
Dernier niveau de gouvernance, ce sont les comités de suivi des sites, puisque vous voyez qu'on travaille avec des sites de co-construction, avec des établissements. Les personnels restent administrativement rattachés à leur établissement d'origine, mais sont fonctionnellement rattachés au projet. Donc il y a quand même un niveau de gouvernance à mettre en place pour arriver à fluidifier ça. Et ce sont les comités de suivi des sites avec Toulouse, avec Nantes, avec Strasbourg, avec Grenoble, et puis avec la MU et Montpellier, de manière plus générale. Comité de pilotage, donc peut-être c'est intéressant pour vous d'avoir la composition de ce comité de pilotage. Donc vous avez les établissements co-constructeurs, le DGS de Strasbourg, la DGA de Nantes, la vice-présidente numérique de Grenoble, le vice-président numérique de Lyon et la vice-présidente numérique de l'Université de Lorraine qui représente aussi ISUP. Vous avez des représentants de l'AMU et de l'association Cocktail, bien sûr des représentants du projet PC School, et puis un certain nombre de représentants d'établissements où vous voyez que l'on a là aussi un certain nombre de DSI, un certain nombre de devs, un DGA, c'est pour Toulouse un Capitole, et puis les 2 tutelles, donc Mehdi Karsala pour la DGCIP et Laurence Dumas pour le ministère de l'Agriculture. Donc là, l'idée, c'est de vous dire que dans cette gouvernance, on a à la fois plusieurs types d'établissements, donc des grosses universités, des petites universités, des écoles qui dépendent de différents ministères, mais on a aussi plusieurs métiers. On a des vice-présidents, on a des DGS ou des DGA, on a des directeurs de DSI et on a des directeurs de dev. Donc on essaye de couvrir un petit peu tous les métiers et tous les types d'établissements dans cette gouvernance. Alors la méthode agile, ceux qui n'ont pas participé à l'atelier de Xavier, vous pouvez écouter, les autres, critiquez pas, parce que je ne dirais peut-être pas la même chose que lui. Donc tout ça c'est basé sur le manifeste pour le développement agile des logiciels. Et puis, pour résumer, vous avez les quatre points du milieu. Donc, les individus, privilégier les individus et leur interaction plutôt que les processus et les outils. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur les processus et les outils. Ça veut dire juste que l'on met une priorité sur la première partie et un petit peu moins de priorité sur la deuxième. Mais la deuxième, il faut aussi la réaliser. Privilégier des logiciels opérationnels plutôt qu'une documentation exhaustive. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de documentation. De la documentation, il en faut. Mais il ne faut pas que la priorité, ce soit de faire de la documentation plutôt que de développer un outil qui soit utilisable. Prioriser la collaboration avec les clients. Donc on est dans la terminologie, j'ai repris les textes, la phrase exacte du manifeste. Bien sûr, dans notre contexte, la notion de client est un petit peu différente. Et donc ça serait la collaboration avec les usagers plutôt que les négociations contractuelles. Reste que c'est important. Alors pareil, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de négociation contractuelle, mais ça veut dire qu'on privilégie la collaboration avec vous. Et privilégier l'adaptation au changement, donc ça c'est un point important, surtout actuellement, mais en fait quasiment tout le temps dans le domaine de la scolarité, plutôt que le suivi d'un plan. Donc ça veut dire par exemple pouvoir s'adapter le plus rapidement possible à de nouvelles réglementations, de nouvelles lois. Alors bien sûr, je réinsiste, hein, les secondes parties de chacune des phrases, on les oublie pas. C'est simplement que l'on privilégie les premières parties. Alors le choix de la méthode agile qui a été fait pour ce projet-là, c'est la méthode Scrum. Donc ça, c'est un choix, c'est important d'en parler parce que c'est un choix qui est déterminant à la fois pour l'équipe projet, mais aussi pour les experts et pour les usagers, c'est-à-dire l'ensemble des utilisateurs. Donc en grande partie vous. Et c'est basé sur le fait que la complexité rend la prédictibilité impossible. Et donc, ce qui est proposé, c'est un modèle de contrôle de processus qui est plutôt fondé sur l'empirisme. Alors dit comme ça peut faire peur. L'objectif, c'est simplement de pouvoir s'adapter de manière continue aux conditions réelles de l'activité et de pouvoir réagir rapidement aux changements. Que ce soit des changements dans les besoins réels ou que ce soit des changements liés à une mauvaise interprétation de l'expression d'un besoin. Donc en gros, c'est opposer un petit peu cette méthode avec la méthode de cycle en V qui consistait à tout spécifier, puis ensuite avoir une phase très longue de développement et au bout de quelques temps, quelques mois ou quelques années, se confronter à ce qui avait été produit et qui correspondait peut-être plus forcément à ce dont on avait besoin quelques années avant.
Alors, il y a un diagramme, hein, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en fait, c'est juste pour vous montrer qu'on a des cycles continus de fonctionnement. Donc, on a alors, la partie qui pense à gauche, c'est une représentation simplement des consultants fonctionnels qui sont en échange avec les experts métiers, qui eux-mêmes sont en échange avec les métiers dans tous les établissements, et qui définissent l'expression des besoins et ce que doit faire la future solution. Donc ça, c'est ce qu'on parle de backlog produit. Ensuite, il y a un acteur important dans chacune des équipes qui est le product owner, le responsable du produit qui va transformer cet ensemble de spécifications en des tout petits bouts de spécifications qu'on appelle les user stories et qui peuvent être développés relativement rapidement, les classifier en termes de priorité. Ça, c'est ce qu'on appelle le sprint planning. Et puis définir quels vont être les bouts de spécifications qui vont être développés dans les itérations qui viennent. J'introduis un certain nombre de termes. Les itérations, ça va être par exemple dans les prochaines 3 semaines. Quels vont être les bouts de produits qui vont être développés dans les prochaines 3 semaines. Donc ensuite, ils travaillent. Alors, ils travaillent avec des rituels tous les jours. Hein. Tous les jours, chaque équipe se réunit pendant un quart d'heure pour dire ce qu'ils ont fait la veille, ce qui va être fait dans la journée, ce qui s'est bien passé, ce qui se passe mal. C'est ce qu'on appelle le daily scrum en haut à droite. Et puis ensuite, au bout des 3 semaines, il y a une démonstration. Une démonstration, y compris au métier qui avait participé à la spécification. Pour être sûr que le métier regarde la production et pouvoir dire oui, ça correspond à ce que je voulais, ou non, ça ne correspond pas à ce que je souhaitais. En voyant l'outil et en pouvant manipuler l'outil, c'est beaucoup plus facile que de prendre une longue liste de spécifications de plusieurs centaines de pages et dire oui, c'est ça que je veux. Ou non, c'est pas ça que je veux. Et il y a une amélioration continue, ce qui signifie qu'à la fin de chacune de ces phases, de 3 semaines, mais de manière macro, hein, on va le dupliquer sur des phases un petit peu plus grandes, il y a des rétrospectives, c'est-à-dire que là aussi, on analyse tout ce qui s'est bien passé, tout ce qu'il faut continuer à réaliser, tout ce qui s'est mal passé, qu'il faut modifier, de manière à essayer de s'améliorer et de pouvoir être de plus en plus efficace dans le processus de développement. Donc le bénéfice qui est attendu, c'est essentiellement éviter l'effet tunnel. Donc éviter l'effet tunnel, c'est-à-dire on travaille pendant plusieurs semaines à essayer de dire ce que l'on souhaite, et puis après il y a plusieurs mois où on ne sait pas ce qui se passe, et au bout de plusieurs mois, voire plusieurs années, on a une proposition de solution, et là il faut essayer de se rappeler ce qu'on souhaitait il y a quelques années avant, pour pouvoir dire oui, ça correspond bien à ce que je voulais, ou non, ça correspond bien pas à ce que je voulais. Sans compter le fait que pendant tout ce temps-là, peut-être que le contexte a changé, peut-être que la réglementation a changé, que donc les besoins qui étaient exprimés 3 ans avant ne sont plus les besoins qu'il faut couvrir au moment où on sort du tunnel. Donc montrer très régulièrement ce que l'on fait, faire tester dès que possible, s'adapter au plus tôt pour limiter les impacts de potentielles erreurs de conception ou de changement dans les besoins de conception, mesurer la capacité de production, évaluer la qualité du travail, s'améliorer chaque jour, faire des recettes régulières, donc il n'y a pas une grosse recette à la fin. Les recettes, elles ont lieu toutes les 3 semaines, et donc de manière très très régulière. Et puis communiquer sur l'avancement du projet. Alors c'est pas ce que je fais aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est pas une communication sur l'avancement du projet. Je vais pas vous dire ce qui a été réalisé, ce qui n'a pas été réalisé, quels sont les plannings, à quelle date vous aurez telle fonctionnalité. C'est pas du tout le but. Là, c'est juste de parler avec vous de la méthodologie et de comment on travaille avec les différents acteurs pour que vous puissiez voir comment on peut échanger à ce niveau-là. Et donc surtout avoir la capacité à revoir les priorités. Et donc on espère, enfin en tout cas c'est ce qui est montré dans tous les autres projets, qu'on sera moins sensible aux imprévus. Donc on a aussi un bénéfice pour les équipes qui travaillent directement ou indirectement à ce projet, qui est un bénéfice de motivation et d'engagement, puisqu'à partir du moment où on contribue, que ce soit en termes d'experts métiers, au fur et à mesure on s'approprie la solution, on peut la tester, on peut l'utiliser. Et donc du coup, le fait que le produit soit le fruit d'un travail collaboratif, ça rend plus facile l'accompagnement au changement dans le changement de système d'information en scolarité. J'accélère un peu. Alors concrètement, ça veut dire quoi ces itérations? J'ai dit que je ne parlais pas de planning, mais il y en a quand même un tout petit peu indirectement. Donc vous voyez qu'on en est actuellement à l'itération, puisqu'on n'est pas loin du 13 juillet, on en est dans l'itération 12. Le 13 juillet, c'est demain, et c'est la fin de la 12e itération. Donc du 12e sprint de 3 semaines. Ces sprints de 3 semaines sont regroupés par 4, et donc tous les 3 mois, on a une version qu'on appelle un incrément produit, donc le PI, là, le Product Increment. Et là, on va être à la fin de cette première version qui suit la phase de POC. La phase de POC avait duré 6 mois, donc 8 itérations,
du 1er octobre 2017 jusqu'au 30 mars 2018. Donc vous voyez qu'il y a ces rythmes de 3 semaines, où il y a des démonstrations toutes les 3 semaines par les productions de chacune des 4 équipes, et ensuite, tous les 3 mois, on a une démonstration de l'intégration des productions des 4 équipes. Alors on a aussi de la gouvernance, on a des démonstrations, donc ces démonstrations, vous les voyez, c'est ce qui est en vert. Il y a eu une démo du POC le 10 avril, la démonstration des 4 itérations et du PI1, ça aura lieu le 19 juillet, c'est-à-dire jeudi prochain si je ne me trompe pas. C'est diffusé en webconférence, donc n'importe qui peut y assister. C'est enregistré, vous pouvez le rejouer aussi. Et puis on a des rythmes de gouvernance aussi. Donc vous voyez le 6e comité de direction a eu lieu le 20 mars, le 7e a eu lieu le 29 juin, le 2e comité de pilotage a eu lieu le 12 avril et le 3e a eu lieu la semaine dernière. Alors les principes et fondamentaux de PCSchool qui dictent la construction de cette solution. Donc, le premier grand principe, c'est qu'on met l'apprenant au cœur du système. Donc mettre l'apprenant au cœur du système, ça veut dire que tous les acteurs doivent travailler ensemble dans un même outil et que donc tous les acteurs doivent avoir accès à cet outil. Et que le but, c'est de rendre service aux apprenants. Le but principal, pas uniquement, mais le but principal, c'est de rendre service aux apprenants. Deuxième grand principe, c'est que celui qui détient une information, c'est celui qui la saisit. Ça ne veut pas dire que c'est celui qui la valide. Hein. Donc, lors d'une inscription, par exemple, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit les étudiants qui saisissent l'ensemble des informations. Si n'y a pas d'informations qui sont déjà saisies dans d'autres outils et qui pourraient être transmises. Par contre, ce n'est pas l'étudiant qui va valider ces informations-là. C'est l'équipe de gestionnaires qui validera ces informations-là, par exemple. Donc ça veut dire qu'il faut donner accès à cet outil aux apprenants, aux enseignants, aux gestionnaires et à tous les partenaires pour les stages, par exemple, ou autres. Troisième grand principe, les établissements du supérieur sont autonomes et ont une gestion démocratique, ce qui signifie que ce n'est pas l'outil qui va dicter le mode de fonctionnement de chaque établissement. L'outil devra s'adapter au mode de fonctionnement choisi par chaque établissement. Et donc ça, concrètement, ça veut dire qu'on ne peut pas penser les modules en service gestionnaire, mais en fonction de ce qu'il y a à faire, quel que soit le module organisationnel, quel que soit le modèle organisationnel de l'établissement. Et puis, bon, ça c'est pris en compte directement par la méthodologie utilisée, mais le domaine de la formation et de la vie étudiante est en évolution permanente. Ça, vous le vivez tous. Et donc, on a une obligation d'adaptation à ces évolutions. Donc, il faut qu'on conçoive cette solution de manière à ce qu'elle puisse être adaptée et qu'elle puisse s'adapter dans le futur à toutes les évolutions. Pourquoi ça ne passe plus? Ah, il y a un bug. Non, je sais pas. Bah non. Non, il m'en reste quelques-unes quand même. Oui, il a bugué. Il a fait un lui aussi. Encore. Voilà. Parfait, merci. Donc, si on reste dans les principes et dans les fondamentaux, donc on s'adresse à tous les publics en formation, sans faire de distinction. Donc, que ce soit les étudiants en formation initiale, les bénéficiaires de la formation tout au long de la vie, les alternants, les doctorants, les internes, les étudiants internationaux, les auditeurs. Donc ça, par exemple, ça signifie qu'on ne va pas avoir un module spécifique pour la formation continue. On va gérer les étudiants en formation continue de manière intégrée dans la solution et de manière équivalente à ceux en formation initiale, par exemple. Ce qui permet du coup de pouvoir utiliser des modules de formation initiale dans la formation continue et inversement, et ce qui nécessite aussi d'avoir toutes les possibilités qui sont liées à la formation continue qui sont aussi disponibles dans la formation initiale. Pour la modularisation, ça peut devenir intéressant. On s'adresse à toutes les formations, que ce soit les formations diplômantes, certifiantes, à la carte, les stages inter, intra. On s'adresse à toutes les modalités d'enseignement, que ce soit les modalités en présentiel, en distanciel, les modalités hybrides, et alors ça c'est un petit peu, et aussi à toutes celles qui sont à venir dans le cadre de l'innovation pédagogique. Donc là on va travailler de manière très étroite avec les NCU par exemple pour
prendre en compte ces nouvelles, mais on travaillera à chaque fois avec toutes les nouveautés en termes de pédagogie à ce niveau-là, pour pouvoir les prendre en compte. Donc ça signifie aussi qu'il faut qu'on soit le plus générique possible et le plus ouvert et le plus adaptatif possible pour pouvoir prendre en compte aussi toutes ces évolutions. Bon, et après, j'ai noté aussi, on essaye de généraliser les téléprocédures, donc tout ce qui est administration sans couture et l'automatisation des tâches à faible valeur ajoutée, de manière à pouvoir concentrer l'ensemble des acteurs, que ce soit les gestionnaires, les enseignants, sur les tâches à plus haute valeur ajoutée. Et je vais terminer là-dessus. Donc, les objets métiers dans PC School et la flexibilisation des parcours. Donc, un exemple enfin pas un exemple d'ailleurs, la théorie sur la modélisation d'une offre de formation et les différents objets que l'on utilise. Donc je parlais de généricité tout à l'heure. Donc on a 3 niveaux d'objets, donc des objets organisationnels, où on proposera un certain nombre d'objets au départ. Donc pour le moment, on proposera les parcours types et les spécialités, les options, mais en laissant la possibilité à tout établissement ou à tout groupe d'établissements de définir ses propres types d'objets à ce niveau-là. Alors je dis à groupe d'établissements, puisque si on est sur de l'échange, pouvoir faire de l'échange, il faut que les établissements qui souhaitent échanger entre eux aient les mêmes types d'objets et surtout les mêmes notions derrière ces types-là. Donc on en fournira un certain nombre et on laissera la possibilité de créer tous les types qu'un établissement ou un groupe d'établissements souhaite. Ensuite, on a des objets temporels théoriques, enfin, des objets temporels. Donc on proposera l'année et le semestre, mais ensuite vous avez la possibilité de créer tous les types temporels que vous souhaitez, que ce soit une journée, 2 journées pour de la formation continue, 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi, enfin toutes les durées possibles. Et là encore, il faut avoir la possibilité de pouvoir se mettre d'accord entre plusieurs types d'établissements sur les durées, c'est plus facile, pour pouvoir échanger à ce niveau-là aussi. Et enfin, les objets pédagogiques. Donc on s'est restreint pour le moment à proposer uniquement 2 types d'objets pédagogiques, les unités d'enseignement et les éléments constitutifs, mais parce que pour tous les autres qui existent déjà, on s'aperçoit qu'il n'y a pas la même notion, il n'y a pas la même sémantique derrière en fonction des établissements. Donc on préfère rester prudent, mais on offre la possibilité à n'importe quel établissement de pouvoir se créer ses propres objets pédagogiques et de mettre le sens qu'il souhaite derrière. Donc après, c'est du folklore autour, puisqu'on regroupe ça, enfin il y a des notions de groupement, que c'est des groupements à choix ou pas, contraint, pas contraint, bon, ça c'est de la technique, et puis tout ça est regroupé sous la notion de formation. Alors je le présente très schématiquement, parce qu'après il y a des règles de compatibilité, on n'a pas forcément le droit de mettre un objet temporel sous un objet pédagogique par exemple. Bon, voilà, il y aura des garde-fous aussi dans la construction de ces offres de formation. Et concrètement, ça donne quoi ? Là, vous avez, alors c'est juste pour illustrer, vous avez une image de la représentation graphique dans l'outil. Donc ça, c'est ce qui est déjà développé. Donc ça, c'est une copie d'écran de la solution développée, où c'est plus intéressant en haut à droite. Donc vous voyez qu'il y a les différents types d'objets, donc les formations, les objets organisationnels, les objets temporels, les objets pédagogiques, les groupements à choix. Et puis vous avez quelques petites étiquettes, ce sont les ronds bleus. Alors on ne voit pas forcément, mais bon, il y a des ronds qui sont pour plier, déplier, puisque là c'est la visualisation graphique, ça c'est le premier, mais il y a surtout des ronds pour indiquer si un objet est mutualisé ou pas mutualisé, et si un objet est utilisé plusieurs fois dans une formation ou pas. Voilà. Et puis là vous avez un déroulé du contenu actuel de ce que l'on peut mettre sur le détail d'un de ces objets. Voilà, j'ai essayé de tenir. Merci.